Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 6. The number you have dialed has been changed. The new number is 9. 9. Teisha. Ne croyez pas ce que vous voyez. Il n'existe pas un univers, il n'existe pas une multitude d'univers. Il y a 9 mondes parallèles. À moins d'aimer la folie, voyager entre eux peut s'avérer dangereux. Les 9 parallèles. Épisode 2. Croyance, partie 2 sur 3. Ce dimanche matin-là, devant la petite église du village, étaient réunis tout ce que Greenrock comptait d'âmes qui vivent. Les plus anciens assis à l'ombre, les plus jeunes courant sous le soleil. Le pasteur Frey, comme à son habitude, prit le temps de faire le tour de chacune des personnes présentes pour les saluer et leur adresser un mot de bienvenue. L'homme de foi était affable, accueillant et détendu, du moins jusqu'à ce qu'il arrive à la hauteur du shérif et du médecin, qui, un peu à l'écart, conversaient ensemble. Hello, Adam, j'espère que vous allez bien. Ford hésita à répondre. Il regarda Brian qui prit la parole. Oui, merci, révérend. Il y eut une courte hésitation. Je voudrais revenir sur ce que nous avons dit hier. Et vous avez vu Hans aujourd'hui, coupa le pasteur. Hans, non. Une autre de ses vaches est morte cette nuit. Il l'a trouvée au matin, au fond de l'étable. Mais il ne m'a pas prévenu. Frey tourna la tête pour cacher un sourire agacé, et retrouvant un visage impassible. Il ne vous a pas prévenu? Sans rire. À quoi bon? Qu'auriez-vous pu faire? Qu'avez-vous fait jusqu'à maintenant? Le shérif se sentit obligé d'intervenir. Du calme, Aloïs, restons courtois. Adam n'eut aucune réaction, et le pasteur de conclure. Ne vous inquiétez pas, shérif, je connais les limites. Il tourna les talons, et après avoir fait juste quelques pas, il se ravisa, fit volte-face, et en toisant le médecin d'un air de défi, déclara. Mais vous ne m'empêcherez pas de dire la vérité à tout le monde. Doug se porta à sa hauteur. Réfléchissez, pasteur. Votre voix compte dans la communauté. Vous allez susciter la peur. C'est vraiment ce que vous voulez? Non. Nous avons tous le droit à la vérité, non? Adam soupira. C'est votre vérité, révérend. Juste la vôtre. Ces événements peuvent être interprétés autrement, même au regard de la Bible. J'ignorais, docteur, que vous aviez désormais une expertise dans les Saintes Écritures. J'espère que vous y trouverez plus de succès qu'en médecine animale. Frey s'éloigna de nouveau avec pour tout au revoir. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai un sermon à faire. Lorsque le révérend prit place devant ses paroissiens, un silence se fit presque instantanément dans l'assistance. Le pasteur avait un don pour captiver son auditoire, et ce dimanche-là, plus que jamais, il allait en faire usage. Il laissa un léger silence et fixa l'assemblée. Chacune des personnes présentes eut l'impression que le regard de l'homme de foi se posait sur elle. Illusion. Il ne regardait personne et répétait dans sa tête les premières phrases de son homélie. Il ouvrit la Bible posée devant lui et lut. Apocalypse de Jean, livre de la Révélation. Dans l'assistance, le visage d'Adam se crispa. Chapitre 6, verset 8. Et quand l'agneau eut ouvert le 4e sceau, j'entendais la voix du 4e animal qui disait « Viens et vois ». Le médecin tourna son regard vers le shérif qui était assis à côté de lui. Et je regardai. Je vis paraître un cheval de couleur pâle, et celui qui était monté dessus se nommait... Il fit une légère pause, prit une inspiration et monta le volume de sa voix. La mort.
et l'enfer le suivait. Le pouvoir leur fut donné sur la 4e partie de la terre pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine et par les bêtes sauvages de la terre. Le shérif baissa la tête et soupira discrètement d'un air abattu. Frey ferma la Bible et laissa la distillation de ses paroles enivrer ceux qui venaient de les boire. Il s'appuya sur son pupitre et leva les yeux au ciel. « L'Apocalypse, mes frères, l'Apocalypse, n'est-ce pas ce qui nous menace aujourd'hui ? Je parle des faibles récoltes de la saison dernière, mais aussi et surtout de la mort de vos animaux, de la pénurie d'eau annoncée et des questionnements que suscite le fait que le reste du monde nous ait abandonnés. Qui nous dit que nos enfants ou que nos femmes ne seront pas les prochaines victimes ? Pouvoir leur fut donné pour faire mourir les hommes par la famine, par les bêtes sauvages de la terre. » Il regarda chacun, puis pointa son doigt en direction des limites de la ville et cria « Viendront-elles du désert ? Combien sont-elles là-bas, ces bêtes sauvages, sur le sable brûlant, à attendre que nous ne soyons plus en état de nous défendre, trop affaiblis par la faim et la soif ?» Il régnait sur l'assemblée un silence pesant. Chacun regardait l'autre sans réagir. Puis Ron se leva. « Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. » Hans approuva. Bob Tern, d'ordinaire plutôt timide, se fit entendre bruyamment. « Défendons-nous! Défendons-nous » Rapidement, la moitié de l'église, totalement convaincue par le prêche du pasteur, fut debout, s'encandant les propos guerriers. Le reste de l'assistance oscillait entre la peur et la circonspection. Noopford faisait partie de cette moitié plus réservée, et Bob Tern le prit à partie. « Qu'est-ce que vous comptez faire, shérif ? Pourquoi vous ne dites rien ?» Tous les regards se tournèrent vers l'homme de loi, mais il ne faisait aucun doute que personne n'attendait la même réponse du malheureux. Quoi qu'il dise, il serait soupçonné par la moitié de l'assemblée. Doug se leva avec peine, comme si le poids de tous ces regards lui était insupportable. « Ce que j'en pense... » Il cherchait à gagner un peu de temps. « Mon Dieu !» Il se mordit la lèvre. « Nous allons avoir besoin d'aide, c'est vrai, et les prières, cela ne peut pas faire de mal, mais je pense qu'il sera plus efficace... » Il se ravisa. Plus rapide d'envoyer quelqu'un à Carson City. « Carson City » s'exclama Hans. « Pourquoi faire ?»« C'est vrai, pourquoi faire ?» insistèrent 3 autres personnes. Le ton montait, et le pasteur intervint. « Mes frères, mes sœurs, restons calmes. Les épreuves qui nous attendent demandent la plus grande solidarité, l'union et la sérénité. » C'est à cet instant précis qu'Adam fit un choix qui allait le faire basculer à son tour dans la foi. Un choix sans doute instinctif et irréfléchi, guidé par ses propres peurs et ses propres rêves. Il se leva calmement, s'approcha du pupitre où se tenait Frey. « Je suis désolé, révérend, mais je ne partage pas votre interprétation des derniers événements. » Il se retourna et s'adressa à tous. « Non, je ne partage pas la vision du pasteur. Et écoutez-moi tous. » Il se pencha sur la Bible posée sur le pupitre, tourna quelques pages et lut. Livre d'Isaïe, chapitre 8, versets 21 et 22. On traversera le pays, accablé, affamé, rendu furieux par la faim. On maudira son roi et son Dieu. On se tournera vers le ciel, on regardera vers la terre. Il n'y aura que détresse et ténèbres, nuit d'angoisse et obscurité inéluctable. Adam regarda l'assistance et tourna une page. Livre d'Isaïe, chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et, sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Le docteur ferma le livre et se tut. Il y eut de longues secondes de silence et Hans, toujours avec son fort accent, demanda « Qu'est-ce que vous voulez dire, docteur ?» Adam se laissa emporter par son enthousiasme. « Vous ne comprenez pas ? Dans les signes que nous voyons aujourd'hui, la mort des bêtes, la mauvaise récolte et tout le reste, le pasteur voit l'annonce de l'Apocalypse, l'annonce de la fin du monde, une fin inéluctable contre laquelle, quoi qu'il en dise, il serait vain de lutter. Et moi, il posa le doigt sur le texte qu'il venait de lire, et moi, j'y vois tout autre chose. J'y vois l'annonce d'un nouveau Messie. » La petite église plongea dans un étrange silence. Ceux qui, quelques instants plus tôt, vociféraient, demandaient des comptes, se dévisageaient incapables de répondre. Le pasteur lui-même restait interdit, du moins au départ, car rapidement, son orgueil prit le dessus. « J'ignorais, docteur, que vous étiez aussi porté sur la chose religieuse, mais honnêtement, je trouve votre interprétation ridicule et même dangereuse. » Adam s'amusa de la remarque de Frey. Il le dévisagea, mais ne lui répondit pas. Il se tourna vers l'assistance. « Mes frères,
Je suis un homme de science et mon esprit vénère la raison, mais je suis aussi un homme de foi et mon cœur adore notre Seigneur et lui fait confiance. Dans le doute, je fais confiance à mon cœur. » Il marqua une courte pause. « L'avenir dira lequel de nous deux avait raison. » Le médecin mit son chapeau sur sa tête et quitta l'église en se frayant un chemin entre les personnes présentes qui ne le quittaient pas des yeux. Ce jour-là, dans cette église, qui aurait dû être un lieu de symbiose, deux camps étaient nés, et le destin de Greenrock avait été scellé. Dans les jours qui suivirent, la peur, l'inconnu et la nature humaine poussèrent chacun à se rattacher à l'une ou l'autre des thèses qui avaient été proposées ce dimanche-là. Les partisans du pasteur semblaient se préparer à soutenir en siège. Ceux du docteur cachaient mal leur impatience de voir les choses s'améliorer. Les premiers observaient les seconds avec dédain, et les seconds se moquaient parfois ouvertement des premiers. Difficile, en pareille circonstance, d'éviter les dérapages, et pour un regard trop appuyé, pour un sourire équivoque, il y eut quelques altercations verbales. Le travail de Doc Ford s'en trouva terriblement alourdi, et de shérif, il passa à juge de paix, calmant celui-ci, rappelant la politesse à celui-là, invitant tous deux à se serrer la main. Et puis, il y eut le mercredi 22 août 1888. Il y avait maintenant presque 2 semaines que les habitants de Greenrock s'observaient avec méfiance. Presque la moitié du village ne s'était pas rendu à la messe le dimanche précédent, et le nombre de prises de bec avait encore pas mal augmenté depuis le lundi. Nous étions au début de la soirée, et l'après-midi avait été caniculaire. Le saloon de Joseph était, comme chaque soir, animé. À Greenrock, après une harassante journée de travail en plein soleil, il était toujours de bon ton de venir dépenser quelques dollars en boissons alcoolisées, en se plaignant des uns et en riant à l'humour gras des autres. Ce n'était pas sans créer parfois quelques tensions. Réunir toute la testostérone du village dans un seul endroit était aussi explosif que de secouer un tonneau rempli de nitroglycérine. Pourtant, jusqu'à ce fameux 22 août, tout s'était toujours bien terminé, et mis à part un ou deux verres cassés, le vol sauvage de quelques noms d'oiseaux et peut-être un coup de poing sans doute mérité, Joseph parvenait toujours à éviter les dérapages en sortant de dessous de son bar ce qu'il appelait la bouteille de la paix. Un miracle rempli d'une potion magique, un whisky écossais affichant un joyeux 60%. Les ennemis devenaient alors des amis qui, le lendemain, affronteraient sans aucun doute le même mal de crâne. Moi, je me souviens d'un mec qui s'appelle Xavier Malmaison. Dans les serpents. Non, dans le feu des aquariums. C'est quoi, je monte pas dedans. Ouais. Hobbs Carter était un jeune gars du coin, à la vingtaine arrogante. Il vivait avec ses parents dans une petite ferme à la sortie du village. Depuis qu'il avait été à l'école, très tôt, son quotidien se limitait à 3 choses. Les journées à travailler au champ, les soirées à boire au saloon et les nuits à fantasmer sur la fille de ses voisins, une jolie brunette de son âge dont il était amoureux depuis toujours. Cet horizon, somme toute assez réduit, n'empêchait pas le jeune Hobbs d'avoir un avis tranché sur tout et de pousser quelquefois l'arrogance jusqu'à s'imaginer président des États-Unis. Les longues tirades naïves qu'il déclamait parfois après un verre de trop amusaient tout le monde, sauf que ce soir-là, le fossé qui s'était creusé entre les habitants du village donna un tout autre aspect aux paroles du jeune homme. Et cela n'amusa pas Ron Patchett, qui la veille avait perdu sa dernière bête. Carter était jeune, en bonne santé, vigoureux. Il ne pouvait imaginer que le monde allait s'effondrer, et tout naturellement, dans l'opposition fratricide qui animait sa communauté, il avait pris le parti du docteur. À l'inverse, Ron avait consacré son existence au travail, et cela avait sans doute tué une partie de ses espoirs. La perte de ses animaux ne lui laissait entrevoir aucun horizon. Frey l'avait donc convaincu que la fin du monde était proche. Comme à son habitude, le jeune paysan parlait fort, et sans la moindre retenue. Il se moquait des partisans du pasteur, les comparant tour à tour à des poules mouillées, à des dindes et à toute autre sorte d'animaux peu connus pour leur courage ou, au contraire, réputés pour leur couardise. Assis au fond du saloon, Ron, en tête-à-tête avec une bouteille déjà à moitié vide, se forçait à ne pas réagir. Mais à chaque sentence du jeune Carter, il vidait un verre pour parvenir à se contrôler. À force, un tel régime le conduisit à perdre le contrôle.
Pouvait-il en être autrement? Quand Dobbs, guindé d'orgueil, lança d'un ton péremptoire que les partisans de l'Apocalypse avaient tort d'attendre la fin du monde et qu'il ferait mieux de se laisser crever comme leur vache, Patchett se dressa d'un bond. « Quand est-ce que tu vas fermer ta grande gueule ?» Carter tourna la tête lentement pour voir qui venait de parler. En découvrant le visage rouge de haine de Ron, il eut un sourire amusé et se remit face au bord en déclamant « On t'a pas sonné, Patchett, hein? Retourne t'occuper de tes vaches et lâche-nous !» Il laissa un léger silence et se retourna de nouveau avec un immense sourire provocateur. « Ah ben non, bien sûr, t'en as plus !» La provocation était gratuite, immense, et prouvait d'un cruel manque d'empathie et de maturité. Le jeune coq regarda l'assistance pour connaître l'effet de son bon mot, mais il ne croisa que des regards désapprobateurs. Vexé, Hobbs soupira et reprit son verre pour le vider. Il n'eut pas le temps. Ron avait senti la haine l'envahir, et en une dixième de seconde, sans réfléchir, il avait saisi la bouteille par le goulot et d'un geste sec l'avait brisée sur le coin de la table. Se retrouvant avec cette arme improvisée, il se précipita sur Carter et d'un revers lui entailla le visage. Sous l'effet de la douleur, le jeune homme s'écroula en hurlant. Un court instant de surprise paralysa l'assistance et permit à Patchett de poursuivre son attaque. Il était donc à califourchon sur sa victime, prêt à lui trancher la gorge quand, sortant de leur torpeur, les autres personnes présentes intervinrent pour maîtriser les deux belligérants. Les deux plus gaillards eurent du mal à maîtriser Ron, tandis que Joseph et Bob Tern aidaient Hobbs, Carter, à se relever. Le jeune homme était méchamment blessé à la joue gauche et saignait abondamment, mais il est probable que son orgueil fut encore plus atteint que sa chair. On l'installa sur une chaise et, tandis que Joseph allait chercher de quoi soigner la plaie, Bob tentait de le calmer. De son côté, la colère de Ron était retombée. Assis à l'autre bout du saloon, sous la surveillance des deux molosses, Tom et Fred, deux jumeaux à la carrure de gorille, il pleurait la tête entre ses mains. Un des témoins suggéra d'aller prévenir le shérif. Doug Ford arriva 5 minutes plus tard avec son adjoint, et il constata de suite que la tension n'était pas complètement retombée. Ron tremblait dans un coin, sans doute les nerfs. Hobbs gémissait dans un autre, sans que l'on sache s'il s'agissait de colère suite à sa blessure, d'orgueil ou de douleur suite à sa blessure physique. Bob, lui, nettoyait la plaie et tentait de le rassurer, mais il était évident qu'il aurait désormais une balafre à vie sur la joue gauche. Le shérif demanda à ce qu'on lui raconte ce qui s'était passé, et Joseph lui détailla les événements. « Bon sang de bonsoir, cette histoire va trop loin, bien trop loin !» maugréa Doug lorsque le barman eut terminé son récit. Il se tourna vers son adjoint. « Jimmy, conduis Ron en cellule. »« Et Hobbs ?» interrogea le jeune auxiliaire en faisant un signe de la tête en direction du blessé. « Je vais le ramener chez ses parents et on avisera demain. »« Bien, shérif. » Jimmy alla soustraire Ron à la vigilance de Fred et de Tom. Le paysan se laissa saisir par le bras et conduire sans la moindre protestation. Lorsqu'il passa vers Doug, il posa sur le représentant de la loi un regard de chien battu. « Je suis désolé, Doug. Vraiment désolé, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Nous en reparlerons plus tard, Ron. » Patchett acquiesça, baissa la tête et suivit Jimmy qui le tenait toujours par le bras. Il allait franchir la porte du saloon sans se retourner quand l'acte ultime de cette étrange soirée éclata soudainement, prenant tout le monde par surprise. Hobbs, qui toujours assis sur sa chaise n'avait pas cessé de gémir, sentit monter en lui une colère incontrôlable en voyant que Ron allait sortir sans qu'il n'ait eu l'occasion de prendre sa revanche. Perdant toute raison, oubliant la douleur pour ressentir que l'humiliation et se laisser guider par ce goût amer, il repoussa sans ménagement Bob qui, accroupi devant lui, était en train de nettoyer sa plaie. Et il se leva d'un trait, sortit son arme et tira 2 balles dans le dos de Patchett, qui s'écroula lentement, sans avoir vraiment compris ce qui lui arrivait. The number you have dialed has been changed. The new number is 9, 9, 9, 10. Les 9 parallèles. À suivre.